Salut à tous, bienvenue sur UcroGeo, et aujourd'hui on va s'intéresser à un célèbre animal à défense, le mammouth. Après le dodo, le mammouth est sans aucun doute le mammifère disparu le plus célèbre. Ces imposants animaux ont vécu sur la planète pendant des dizaines de milliers d'années, puis, pour une raison encore inconnue, ont fini par disparaître. Un tas d'hypothèses ont été émises, mais les deux retenues sont le changement climatique ou une extermination massive de l'espèce par l'homme. Les mammouths, adaptés au climat froid de la période glaciaire, n'auraient pas survécu à la hausse des températures, faute d'adaptation et d'espace. La deuxième hypothèse, la plus mise en avant, estime que les mammouths, à cause d'un non-renouvellement des populations et de la présence constante de l'homme, auraient fini par disparaître. En fait, chaque hypothèse a ses partisans et ses détracteurs, mais aucune n'a pu être véritablement vérifiée. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler du récent projet de ressusciter des mammouths, nous allons plutôt imaginer un monde où, depuis son apparition, le mammouth a survécu et a pu prospérer jusqu'à nos jours. Mais commençons par une petite présentation de cet animal. L'ancêtre commun le plus proche des pachydermes que l'on connaisse aurait évolué pour donner naissance aux espèces suivantes. L'éléphant d'Afrique, dont une espèce vit dans la savane et l'autre dans la forêt, et l'éléphant d'Asie, qui vit dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Faites très attention, chers abonnés, car le mammouth n'est pas l'ancêtre de l'éléphant, mais un cousin éloigné. La branche concernant les mammouths a donné un plus grand nombre d'espèces, mais nous n'allons présenter que les principales. Le mammouth de Colomb, ou mammouth américain, atteignait 4 mètres au garrot et pesait jusqu'à 6 tonnes. Ses défenses étaient peu recourbées et se nourrissaient à 95% d'herbes ou de carissets, des petites plantes velues poussant dans des milieux humides. Ce mammouth vivait dans de vastes régions d'Amérique du Nord, allant de l'Alaska au Mexique en passant par l'est des États-Unis. Le mammouth méridional était quant à lui un mammouth européen. Cet animal forestier mesurait 4 mètres de hauteur et pesait jusqu'à 5 tonnes. Ses molaires étaient assez larges et avaient une tête en forme de dôme. Son dos était bossu et ses défenses étaient légèrement recourbées. Autrefois, il vivait aussi en Asie et en Amérique du Nord, mais a laissé sa place à d'autres espèces, notamment son cousin, le mammouth des steppes. Il s'agit de l'un des plus grands proboscidiens n'ayant jamais vécu, puisqu'il pouvait atteindre 4,50 mètres au garrot et peser 7 tonnes. Contrairement au mammouth méridional, il vivait plutôt dans des milieux ouverts, comme les prairies, pouvant effectuer de très grandes migrations. Un peu partout dans le monde a existé des mammouths vivant dans des îles, notamment en Méditerranée ou dans les îles Wrangel au large de la Sibérie. Ces mammouths étaient de petite taille, puisqu'ils pouvaient mesurer seulement 1,80 m au garrot. Ce sont les mammouths nains, dont il a existé plusieurs sous-espèces. D'après les analyses génétiques, il s'agirait de la version naine de l'espèce de mammouth le plus célèbre et le plus répandu, le mammouth laineux. Occupant presque tout l'hémisphère nord, ce mammouth est l'une des espèces préhistoriques les plus étudiées. Il s'agit de l'espèce de mammouth la mieux adaptée au froid, puisqu'il portait une épaisse fourrure brunâtre, doublée d'une couche de graisse située juste sous la peau. Les mammouths laineux ont été bâtis pour survivre dans des habitats froids, et cela aussi grâce à un flux circulatoire particulièrement étrange. Leur système de contre-courant alimente le sang veineux par le cœur et les poumons, et le sang artériel par les jambes et les pieds. Cela va à l'encontre de la circulation du sang humain, où le processus inverse se produit. Le sang du mammouth était lui aussi spécial, car les paléontologues avaient constaté, sur des gouttes de sang conservées, que le taux d'hémoglobine était plus élevé que la moyenne des mammifères actuels. Pour ceux qui ne savent pas, l'hémoglobine est la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang. Le sang du mammouth fonctionnerait alors comme un antigel. Malgré la taille, la masse et les milieux différents occupés, les mammouths adoptaient sensiblement le même mode de vie que les éléphants d'aujourd'hui. Les mâles, sauf ceux de moins de 12 ans, sont solitaires, ne rencontrant les femelles qu'à la saison des amours. Les femelles, elles, vivent en famille, avec les mères, les sœurs, les tantes, les grands-mères, toutes guidées par la femelle la plus expérimentée, la fameuse matriarche. Grâce à ses expériences vécues, elle est capable de mener sa troupe vers un point de ressources alimentaires ou vers une route de migration. En parlant de migration justement, il faut savoir que les mammouths, comme les éléphants, sont déplacés sur de longues distances. Chez le mammouth laineux par exemple, l'hiver, la plupart des troupeaux partaient vers le sud, vers des terres moins exposées au froid. Et vers le printemps, ils opéraient un demi-tour afin de rejoindre les verdoyantes steppes à mammouths dominant l'hémisphère nord. Maintenant que vous connaissez ces bestioles, nous allons maintenant parler du scénario. Du scénario présentant un monde où le mammouth fait partie de la biodiversité actuelle.
À partir de 3000 ans avant Jésus-Christ, le mammouth fait partie des rares grands mammifères à avoir survécu à la fin de la dernière période glaciaire. Le paysage a naturellement changé, s'est réchauffé, mais avec la présence de mammouths, il est devenu différent de celui que nous connaissons. D'un point de vue écologique, outre les graminées, les mammouths se nourrissaient aussi de plantes herbacées et de plantes à fleurs beaucoup plus nutritives que l'herbe arctique. Les graines rejetées par les excréments des mammouths favorisent la pousse de ces types de plantes, ce qui permet le maintien d'un milieu ouvert. Les prairies, en l'occurrence les steppes à mammouths, resteraient alors importantes dans l'hémisphère nord. Alors qu'aujourd'hui les steppes à mammouths représentent à peine 2% du paysage eurasien, ici les steppes représenteraient, dans le pire des cas, environ 15% du paysage. Un paysage riche en verdure, profitant à de nombreux herbivores, favorisant également la venue de prédateurs. Il est difficile de dire si d'autres herbivores préhistoriques avaient aussi survécu, mais la présence de davantage d'espaces ouverts aurait poussé certains animaux à s'adapter aux vastes plaines à basse température. Cela pourrait être le cas de l'élan ou du bison qui ne rechigneraient pas de parcourir les steppes. Par effet boule de neige, le compactage du sol par le piétinement massif des herbivores permettrait un gel plus profond en hiver et ainsi l'herbe ne dégèlerait pas complètement. Du coup, moins de gaz à effet de serre seraient libérés, ce qui maintiendrait un climat global plutôt froid et sec, avec pour hypothèse une température moyenne de la Terre de seulement 13 ou 14 degrés en 3000 avant Jésus-Christ. Nos régions arctiques, voire du monde entier, seraient donc physiquement différentes et pourraient être plus diversifiées, même dans un contexte de période interglaciaire. Dans cet univers alternatif, le réchauffement global de la planète existerait bel et bien, mais pourrait moins se faire ressentir, du moins dans les premiers débuts. La présence de mammouths entraînerait aussi une concurrence alimentaire avec d'autres gros herbivores. Les grosses espèces de notre réalité, comme les rennes, les bisons ou même les chevaux, auraient sans doute eux aussi survécu, mais se seraient moins développés et seraient donc moins nombreux. Les populations seraient alors plus équilibrées, ce qui aurait pu avoir un impact sur les civilisations futures. Avec le mammouth, la culture et les habitudes de beaucoup de civilisations européennes, asiatiques, américaines et même nord-africaines auraient été certainement différentes de notre réalité. En Amérique du Nord, le mammouth ferait partie de la religion et de la mythologie amérindienne. Si certaines tribus le considéreraient comme un animal sacré, d'autres l'auraient associé à un esprit à vénérer. En raison de sa force et de sa taille, un esprit symbolisant la sagesse ou la bravoure, de la même manière que le corbeau est associé à la ruse et le saumon à l'abondance. Bien sûr, il aurait été chassé par les Indiens comme le bison, mais on lui aurait donné un certain respect. Et en Amérique centrale, un lieu autrefois habité par les civilisations précolombiennes, le mammouth n'aurait peut-être pas été vénéré, mais en raison, encore une fois, de sa taille, on aurait emprunté son image pour concevoir des légendes et des mythes qui n'existent pas dans notre réalité. En Europe, durant l'Antiquité, le mammouth aurait connu le même destin que celui de l'éléphant d'Asie. Tandis qu'une partie de la population se serait réfugiée dans les coins les plus reculés du continent, l'autre partie aurait été mise au service de l'homme. L'agriculture, le transport et peut-être même la guerre, ces travaux utiliseraient plus ou moins fréquemment ce proboscidien. Son potentiel belliqueux aurait pu aussi modifier les habitudes militaires de certains peuples. Ainsi, les Vikings, vivant dans des régions où les mammouths seraient abondants, auraient pu l'utiliser au point de devenir davantage des guerriers terrestres que maritimes. Bien sûr, l'utilisation de mammouths n'empêcherait pas les Vikings de construire des navires de guerre, mais ils auraient conquis davantage de terres que dans notre réalité. Les peuples d'Europe du Nord verraient ainsi se dérouler une histoire autre que celle que l'on a connue. Et enfin, ce serait l'Asie où le mammouth serait le plus représenté dans la culture. Peut-être pas en Inde, où l'éléphant d'Asie serait plus abondant, mais plutôt en Russie, en Mongolie, voire en Chine. Le mammouth aurait tout d'abord été chassé, puis aurait été associé à des divinités. Le très peu connu peuple des Bouriates, occupant le sud de la Sibérie, aurait pu par exemple faire entrer le mammouth dans leur culture et aurait même pu donner naissance à une nouvelle branche de bouddhisme, où le principal dieu à adorer n'est pas Bouddha, mais peut-être un idole humain à tête de mammouth, à la manière du dieu Ganesh. Cependant, avec la période interglaciaire, le mammouth laineux n'aurait pas gardé longtemps son épaisse fourrure. Il aurait fini par perdre de la corpulence, voire du poids. Certains spécimens auraient fondu, mais cette espèce resterait le deuxième plus gros mammifère de la planète après l'éléphant d'Afrique. Un peu plus tard, à partir du Moyen-Âge, le mammouth serait confronté à des problèmes de territoire avec l'homme. Avec la création des villes, des terres agricoles, la chasse, voire la capture des jeunes, le mammouth sauvage serait soumis à une pression anthropique de plus en plus forte. Dans certaines régions, les populations de mammouths se seraient régressées et finiraient par disparaître localement.
Quant au mammouth apprivoisé, il continuerait de travailler avec l'homme. Il deviendrait un animal de prestige, au point que l'homme du Moyen-Âge, qui aurait les moyens d'élever un mammouth, serait considéré comme riche. Mais apprivoisé ou pas, les grands troupeaux du début de l'Antiquité auraient décliné et la population eurasienne de mammouths se réduirait à quelques milliers d'individus. En Amérique du Nord, le mammouth aurait connu aussi le même problème, mais plus tardivement, peut-être lors de la conquête de l'Ouest. Avant cet événement, les bisons étaient environ 66 millions à travers tout le continent américain. Une fois la conquête de l'Ouest terminée, la population n'était que de 451 individus. Oui, vous avez entendu, 451 individus. On pourrait établir ce parallèle avec les mammouths d'Amérique du Nord. Avec une population estimée au départ à 12 millions d'individus, si les mammouths avaient été massacrés de la même manière que les bisons, la population nord-américaine de mammouths serait réduite à 82 individus. Bien sûr, j'exagère un peu, mais j'ai établi ici une proportionnalité. La population sera tellement réduite que dans ce continent, les mammouths ne devraient leur salut qu'à la création de sites protégés. En clair, vous l'avez compris, chers abonnés, si les mammouths avaient réussi à survivre jusqu'à nos jours, leur population se serait très fortement réduite. Chassé d'abord pour sa viande ou ses défenses, ce serait ensuite pour réduire les conflits et les accidents avec l'homme, et même pour laisser place à l'agriculture. Le mammouth aurait cependant connu un avenir. Un avenir où, grâce à des mesures de protection, le mammouth verrait sa population se reconstituer. Des recherches scientifiques mettront en évidence son importance écologique. En entretenant les prairies et les steppes à mammouth par exemple, il aiderait certaines espèces plus petites à prospérer et à survivre. Dans cet univers alternatif, le symbole de la protection de la faune et de la flore ne serait pas le panda, mais le mammouth. Pour conclure, le mammouth de cette réalité alternative, ayant parvenu à survivre jusqu'à nos jours, deviendrait un animal riche en symboles. Symbole autrefois de sagesse, de force et de bravoure, et pour aujourd'hui, un symbole de l'écologie, de la protection de la nature, et peut-être même du réchauffement climatique. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos sur ce thème, ou sur d'autres sujets d'Uchronie, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.